Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver pour cette principale édition de la soirée. Tout de suite, les titres. Le nouveau code électoral a été adopté hier par l'Assemblée nationale. Cette modification de l'article L28 du code électoral est l'un des principaux acquis du dialogue national, une réforme consolidante selon certains parlementaires. La journée nationale de l'arbre célébrée ce dimanche 6 août au Sénégal. Pour cette 40e édition, le Raya Sénégalensis ou Kaïsedra est l'arbre parrain. L'événement est mis à profit pour sensibiliser les populations sur l'importance de planter des arbres. En sport, les Lions U25 du basket remportent la finale aux Jeux de la francophonie. Elles ont battu le Cameroun, score 78-54. Le Sénégal décroche ainsi sa 10e médaille d'or. Les temps forts du match à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Le projet de loi portant modification du code électoral a été examiné hier par l'Assemblée nationale. Les députés ont voté à la majorité cette nouvelle loi, un texte présenté à la suite des conclusions du dialogue national. Reportage chez Prime Mandong. 72 heures chrono. Tel aurait pu être le titre du film de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale de cette année. Il aura fallu seulement 3 jours aux élus du peuple pour examiner le projet de loi numéro 12-2023, modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021, portant code électoral. Une réforme qui découle des conclusions du dialogue national. Le dialogue revêt une importance capitale pour l'équilibre de notre démocratie et la régulation de la tension sociale. Depuis le code consensuel de 1992 avec le président Abdou Diouf, l'opposant d'alors, M. le président Abdoulaye Wade, et sous le magistère du grand magistrat, le président Kéba Mbaye, il est tout à fait constant pour un bon processus électoral concerté que l'opposition et le pouvoir se parlent. Féliciter le président de la République, M. Macky Sall. Féliciter tous les acteurs. Féliciter tous les acteurs qui ont participé au dialogue pour une cause nationale. Le dialogue, justement, ou l'une des particularités de la démocratie sénégalaise. En France, il y avait les États généraux. C'était quoi? C'était des sortes de dialogues. Il y a toujours eu dans les sociétés en construction des dialogues entre les politiques, entre les gens, les forces vives de la nation. Mais il faut aller discuter. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes peut-être des adversaires. On a eu des parcours difficiles. Le Parti démocratique sénégalais est né dans le dialogue. Il y a quelque chose qui paraîtra dans les prochains jours, vous le verrez. Une interview du président Abdoulaye Wade qu'il a donnée à un journaliste. J'y ai appris moi-même des choses extraordinaires. Le type de relation qu'il entretenait avec le président Senghor, avec le président Abdou Diouf et l'ensemble de son cabinet, qui ont permis de dénouer énormément de crises qui ne sont même pas apparues au grand jour. C'est dire donc que les hommes politiques n'ont jamais cessé de se parler. Se parler pour se retrouver autour de l'essentiel. La modification du code électoral permet aujourd'hui à certains hommes politiques, comme Khalifa Ababacar Sall, d'être réhabilités. C'est vrai que c'est un jour important pour Taxawu Sénégal. Et j'aimerais en profiter pour lancer un message de remerciement à tous les militants de Taxawu Sénégal, surtout ceux et celles qui n'ont pas failli. Khalifa Sall, nous sommes avec toi. Nous avons pris des coups. Nous avons subi parce que nous savons que tu le mérites. Ce face-à-face avec les députés a été une occasion pour le ministre de l'Intérieur de revenir sur les avancées issues du dialogue national, même si les articles L28 ou L29 du code électoral ont presque cristallisé toutes les attentions. Des avancées notables, dont le rabaissement du taux du fichier général à partir duquel on peut récolter les parrains et valablement participer à l'élection présidentielle, a été retenu. Ainsi, on passe de 0,8 à 1% du fichier à désormais 0,6 à 0,8 lors de ce dialogue. Et si vous l'entérinez par un vote, ce sera désormais inscrit dans le code électoral. Il y a également le plafonnement du montant de la caution à 30 millions de francs CFA pour l'élection présidentielle. Autre nouveauté issue du dialogue national, le parrainage optionnel. Autant les candidats à la candidature peuvent recourir au parrainage citoyen, mais aussi ils peuvent recourir au parrainage par les élus. Désormais, avec 8% des membres de l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutifs territoriaux
on peut valablement déposer sa candidature si on parvient à récolter un tel pourcentage. Pour ne citer donc que ces exemples, Monsieur le Président, le dialogue dont la vertu est connue de tous les Sénégalais permet toujours d'enregistrer des avancées notables. Des avancées notables pour des solutions durables. Les attaques au cocktail Molotov, la dissolution du PASTEF, entre autres questions d'actualité ont été soulevées par les députés. À ces différentes interrogations, le ministre de l'Intérieur rassure. Antoine Félix Abdoulaye Diome de préciser que pas de souci à se faire, car tous les malfaiteurs seront traqués et traduits devant les juridictions compétentes, ce qui veut dire que force reste à la loi. Et à l'issue de la plénière, les députés ont magnifié le vote de cette nouvelle loi, qui est une réforme consolidante du processus électoral. Suivons à ce propos quelques réactions recueillies par Ibrahima Ndong. C'est la démocratie qui a beaucoup avancé. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique où aujourd'hui le Sénégalais, dans sa quiétude, retrouve son esprit. Et c'est ça que je qualifie aujourd'hui la grande coalition Benno, Taxawu, Wallu, Rewmi. Une nouvelle appellation qui montre la dynamique unitaire qu'il y a eu dans ces textes présentés par le président de la République et dont l'Assemblée nationale a confirmé en demandant par l'intermédiaire de ses députés de pouvoir convoquer cette deuxième session extraordinaire. C'est ça qu'il faut retenir de positif. C'est une loi qui est venue à son heure, grâce également aussi au président de la République, au dialogue. Les conclusions du dialogue nous ont permis en tant que députés de pouvoir voter cette loi qui permettrait également aussi à Khalifa Sall et à Karim Wade d'être candidats pour les élections présidentielles à venir. Des positions politiques se sont affirmées parce que la large majorité, pour ne pas dire l'écrasante majorité des acteurs de l'Assemblée nationale des députés proviennent de partis politiques ou de coalitions qui ont été acteurs du dialogue national. Il s'agit donc aujourd'hui, comme il est de coutume, lorsque le dialogue dépose des conclusions, que l'Assemblée nationale, les acteurs politiques qui sont ici représentés, puissent les adopter. Cela a été le cas en 92 avec le code consensuel. Ça a toujours été une tradition que les résultats issus du dialogue politique font l'objet d'une codification législative de manière unanime sans y changer une virgule. Nous avons eu un bon débat avec un ministre de l'Intérieur qui a répondu à toutes les questions, qui a même été attaqué quelque part violemment à titre intitut personnel, mais qui a su s'élever pour apporter les réponses parce que l'Assemblée est un lieu de dialogue politique. Et je pense que ce que nous avons eu aujourd'hui, les députés de différents groupes parlementaires, tirant dans le même sens, c'est cela aussi l'Assemblée nationale qui, à un moment de l'histoire aussi, s'est s'élever et se retrouver parce que le Sénégal n'a besoin de ça, que de ça. La dissolution du parti PASTEF est une mesure salutaire, conviction de Madiambal Diagne. Invité de l'émission Point de vue, le journaliste soutient qu'un parti politique qui ne respecte pas les lois et règlements du pays n'a pas sa place dans le jeu politique. Voici un extrait de l'entretien. Une organisation qui appelle, un parti politique qui appelle à un coup d'État, il n'a plus sa raison d'exister. Je l'assume. Un parti politique dont le leader dit publiquement qu'il faut dépecer le président de la République, le découper en morceaux comme on a fait à Samuel Doe, n'a plus sa place sur l'échiquier politique. Un parti politique qui appelle à investir le palais présidentiel avec 200 000 jeunes pour sortir le président, le traîner dans la rue, il n'a plus sa place dans le jeu politique. Un parti politique, il est organisé et doit respecter les lois et règlements du pays, c'est-à-dire concourir au suffrage universel en toute quiétude, avec un esprit pacifique, un esprit démocratique. Mais la violence n'est pas démocratique, le recours aux armes n'est pas démocratique, le recours à la violence n'est pas démocratique. Donc toute formation politique qui a eu à poser un tel acte est susceptible d'être dissous. Oui. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Le parti politique est une association. Hein. Il n'y a pas que Ousmane Sonko dans ce parti. Il en est le leader, mais il y a d'autres responsables et sympathisants. Ah, mais absolument. Est-ce que parmi ces responsables politiques de PASTEF, un s'est levé une fois pour se démarquer des propos d'Ousmane Sonko? Personne ne l'a fait. Ils doivent tous assumer, c'est ça? Non, mais ils ont tous assumé, ils doivent assumer. Parce qu'ils avaient assumé les propos d'Ousmane Sonko. Au contraire, ils le relayaient et ils l'amplifiaient. Personne à PASTEF ne s'est jamais levé un jour pour dire que notre discours est excessif. Ousmane arrête. Personne ne l'a jamais fait. Au contraire, le bureau politique de PASTEF
Quand il rendait sa déclaration, est-ce qu'il y a un membre de PASTEF qui a dit non, je ne suis pas d'accord avec le coup d'État? Donc tout PASTEF est responsable de cette situation-là. Voilà, le journaliste Madiambal Diagne, invité de l'émission Point de vue avec Oumar Ning. À présent, zoom sur le poste de santé de Hort-Ndoldé, c'est dans le département de Kanel, créé depuis plusieurs décennies. Cet établissement sanitaire reçoit également des patients qui viennent de la Mauritanie, ce qui symbolise la parfaite harmonie entre les peuples sénégalais et mauritaniens. Aujourd'hui, le nombre de patients ne cesse d'augmenter et les acteurs plaident le relèvement du niveau de la structure, nous dit Ibrahima Pabidjedjou. Créé depuis les années 1960, le poste de santé de Hort-Ndoldé est le point de ralliement de plusieurs patients. Ici, plus d'1 millier de patients sénégalais et mauritaniens y sont consultés tous les mois. En consultant adulte seulement, on peut avoir jusqu'à 800 malades, ou bien on peut même pas, à certaines périodes, on peut aller jusqu'à 1000 et quelques durant le mois. Donc ça montre que c'est un poste qui est très fréquenté. Les maladies diarrhéiques et cardiovasculaires y sont fréquemment détectées. Souvent, on rencontre les maladies surtout du périfécal. Par exemple, surtout les diarrhées, comme diarrhée dysentérique et les diarrhées liquidiennes comme ça. Mais aussi, il y a les infections respiratoires et certaines maladies chroniques, comme l'hypertension artérielle. Parce que, par exemple, j'ai constaté, le forage du village a des difficultés à satisfaire surtout la population. Parce que parfois, on reste des jours sans avoir de l'eau. Et là, les gens sont obligés de faire recours au puits et à l'eau du fleuve parfois. Et aussi pour faire certaines activités, les gens utilisent l'eau du fleuve. La bilharziose, surtout les maladies périphécales, bon, il y a ce qu'on appelle la défécation à l'air libre. Il y a aussi les animaux, les cadavres qu'on jette parfois. Aussi, il y a l'utilisation pour certaines. Pour exemple, la vaisselle que les gens utilisent avec l'eau du fleuve. Comme solution, des mesures préventives sont recommandées. Pour l'anémie, je pense que d'abord, il faut un remède côté diététique, que les gens puissent savoir de quoi ils doivent consommer. Mais aussi qu'on essaie, dans cette zone, étant donné qu'il y a un fleuve, il y a aussi les coups que les gens essaient d'orienter leurs activités agricoles, surtout sur les produits qui peuvent, exemple, aider les gens à avoir une bonne alimentation, surtout riche en fer, exemple. Exemple, il y a le niébé, il y a d'autres produits très variés qu'on peut cultiver qui peuvent aussi aider les personnes. Depuis des décennies, ce poste de santé bénéficie de l'appui des fils du terroir établis dans la diaspora. En soutien aux efforts de l'État, les émigrés n'ont jamais lésiné sur les moyens. Il y a à peu près plus de 10 ou 15 villages qui viennent ici se soigner. Auparavant, il y avait des abris provisoires, mais au fur et à mesure, les fils du terroir, surtout les immigrés, vraiment, tout ce que tu vois ici, presque les 90% du matériel sont les enfants du village qui ont fait ça. Il y a quelques personnels, c'est l'État qui les prend en charge, mais il y a d'autres, comme les ASC, c'est le poste qui les prend en charge. Chez les patients, les témoignages sont unanimes sur la qualité de l'accueil. J'ai quitté la Mauritanie pour venir me faire soigner ici. Ils m'ont bien consulté et m'ont prescrit une ordonnance. Les prix des tickets de consultation sont accessibles aussi. Je viens fréquemment ici pour me faire soigner. La raison est simple. On se soigne à bon prix et l'accueil est aussi formidable. On a un ICP et un personnel très professionnel et accueillant. Toutefois, pour assurer une meilleure prise en charge des malades, relever le niveau de l'établissement est une nécessité. Le village même en personne, il y a à peu près 15 000 personnes. Je ne parle pas des villages environnants, les hameaux, etc. Et je ne parle pas encore aussi de la Mauritanie. Et le village de Magama, il y a à peu près 7 à 8 villages de la Mauritanie qui viennent ici se soigner. Donc, normalement, nous,
Et on veut vraiment que ce soit un centre de santé, parce que vraiment ça vaut le coup. J'aurais dû proposer un poste de santé moderne. Mais ça, c'est moi en tant que technicien qui fait l'analyse des données. Hein, et qui fait aussi, parce que il faut la population effective, c'est-à-dire quand il y a des malades qui viennent de ta population, c'est différent des malades qui viennent d'ailleurs. Poste de santé moderne ou encore centre de santé, même si les propositions sont diverses, la constante, c'est de faire de cette structure un établissement sanitaire en mesure de prendre en charge l'ensemble des préoccupations soulevées. Je vous le disais dans les titres, la journée nationale de l'arbre a été célébrée ce dimanche. À Matam, c'est la forêt classée de Djamel qui a abrité la cérémonie officielle. 1600 plants ont été mis en terre en une seule journée. Objectif, atteindre 800 000 arbres dans la région avant la fin de l'hivernage. Les temps forts de cette journée, c'est avec Ibrahim Pabi Diédiou. De la mobilisation, il y en avait lors de cette journée de l'arbre, célébrée dans ce périmètre de la forêt classée de Djamel. Les éléments du service des eaux et forêts, les jeunes du programme Heindaouni ou encore les populations du village de Anda, tous sont venus participer à cet élan de reverdissement du Fouta. Donc on est dans une zone avec une forte canicule. C'est important pour nous de pouvoir reboiser parce que l'arbre séquestre le carbone. Chaque arbre séquestre le carbone à taux de 50% de son poids inhibé. Donc nous sommes aujourd'hui au niveau de la forêt classée de Djamel, qui fait 5900 hectares. Après cartographie, nous avons remarqué qu'il y a 600 hectares de terre dégradée. Donc il nous faudrait nécessairement restaurer. C'est dans ce sens que nous avons fait un travail du sol. On avait utilisé le système Velarani, qui consiste, avec la charrue Delphino, de faire des tranchées, de faire des travaux de tranchées du sol. Parce qu'on est dans une zone où vraiment, s'il pleut, il y a plus de ressoulement que d'infiltration. Cette année, pour la production, nous avons un objectif de 800 000 plants qui vont nous servir pour l'objectif à faire une plantation massive de 600 hectares, une plantation linéaire de 200 km, une plantation conservatoire de 50 hectares et une plantation de réhabilitation de 5 hectares. Venus prendre part à cette journée qui marque aussi le démarrage de la campagne de reboisement, l'adjointe au gouverneur a invité l'ensemble des acteurs à s'engager pour lutter contre les changements climatiques. La région de Matam est extrêmement vulnérable aux feux de brousse. Également une partie de la région de Louga, notamment le département de Linguère, polarise les localités les plus impactées par l'effet des feux de brousse. Comme il l'a dit tout à l'heure, chaque année, c'est des milliers d'hectares qui sont emportés par les feux de brousse. Donc pour lutter contre ce phénomène, il est important de sensibiliser les populations au reboisement. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et même avant même notre venue ici sur les lieux, on a trouvé les gens sur place en train de reboiser. C'est dire donc l'importance de sensibiliser les populations par rapport à cette activité de reboisement. Au Fouta, ce combat contre le changement climatique demeure une préoccupation. La région est frappée de plein fouet par ce phénomène. Le reboisement massif est une des réponses durables préconisées dans cette partie nord du Sénégal. La région de Saint-Louis a également célébré la journée nationale de l'arbre, occasion de constater les efforts réalisés dans la région en termes d'espaces verts et de reboisement. Des efforts supplémentaires sont tout de même attendus avec l'implication des ressortissants de la région. À Saint-Louis, nous retrouvons Abdouad. Cette année, Dagana a été choisi pour accueillir la journée régionale de l'arbre à Saint-Louis. L'occasion pour les autorités de la région de revenir sur la nécessité de lutter contre la déforestation grâce à l'adoption d'une attitude citoyenne. Force est de souligner que la cérémonie de ce matin renforce les bases de la dynamique de sensibilisation et d'information des populations pour une meilleure adoption de bonnes pratiques environnementales allant dans le sens de gestion durable des ressources naturelles. Nous sommes conscients des défis qui pèsent sur nous pour la restauration de l'écosystème forestier. La déforestation, l'exploitation irrégulière du bois, la désertification et les changements climatiques menacent la santé de nos forêts et de notre environnement dans son ensemble. C'est pourquoi, en cette journée symbolique, nous devons renouveler notre détermination à agir ensemble
pour protéger notre patrimoine national. En 2022, la région a enregistré près de 200 hectares de plantations massives, 95 km de plantations linéaires. Cette année, elle a placé la barre très haut pour la reconstitution de son couvert végétal avec l'appui des collectivités locales. C'est pourquoi nous valorisons le rôle des communautés locales, des organisations de la société civile et du secteur privé dans nos efforts communs. Ensemble, nous œuvrons pour sensibiliser nos concitoyens à l'importance de la nature et à la nécessité de protéger nos forêts et nos écosystèmes pour les générations futures. Pour la présente campagne de reboisement, les collectivités territoriales, par ma voix, prennent l'engagement de contribuer effectivement à la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés. Certes, les moyens sont limités, mais le conseil départemental continuera à appuyer les efforts de l'inspection régionale des eaux et forêts de Saint-Louis pour atteindre ces objectifs. Le cahier Cédra a été désigné arbre parrain. Le thème retenu cette année, un citoyen, un arbre pour des villes durables, est une invite aux populations à s'investir massivement dans le reboisement. Ce thème slogan et arbre parrain incarne notre volonté collective de construire un avenir meilleur avec des villes vertes, où chaque citoyen joue un rôle actif dans la gestion durable de notre environnement. Dans cette optique, le service forestier accorde une priorité sans précédent aux plantations urbaines avec des reboisements dans les établissements scolaires, les structures sanitaires, les espaces publics, les axes routiers. Ainsi, pour renforcer ce processus de reverdissement des villes de la région de Saint-Louis. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette mission cruciale pour l'avenir de nos générations futures. Notre slogan, plantons ensemble un devoir pour tous, résonne comme on appelle à l'action, une invitation à agir main dans la main pour préserver notre environnement et restaurer nos écosystèmes. Pour lutter contre la déforestation, certains défis sont à relever, comme la lutte contre les feux de brousse, la coupe de bois, mais également le suivi et la protection des nouvelles plantations pour ne pas compromettre les efforts de reboisement. Un citoyen, un arbre pour des villes durables, c'est le thème de la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre, célébrée cette année dans le département de Guinguinéo, région de Kaolack. Les populations ont été sensibilisées sur les enjeux de l'heure. Compte rendu, Claire Diop. La Journée nationale de l'arbre se veut de fort moment d'échange, de sensibilisation, aussi de plaidoyer sur la lancinante question de l'environnement. Par la démarche, les acteurs à la base sont impliqués. À Kaolack, elle était célébrée à Walo-Sengen, un village dans l'arrondissement de Nguelou, commune de Gagnic à Guinguinéo. Le choix est loin d'être fortuit. Sur place, des efforts considérables sont consentis pour renforcer la résilience des populations locales, aussi atténuer l'impact face au changement climatique. La Journée nationale de l'arbre est une date et un moment de célébration républicaine propre, à mon sens, à remobiliser tous les acteurs concernés par la problématique de l'environnement, en particulier les exécutifs territoriaux que nous sommes, dépositaires de la compétence en vertu des dispositifs légaux et réglementaires. La journée marque le démarrage officiel de la campagne de reboisement. Le projet vise la réduction de la pauvreté par la conservation et la gestion durable du potentiel forestier existant, aussi de la biodiversité. Grâce à sa position géographique, la région de Kaolack présente des conditions climatiques assez favorables à la présence d'une variété d'écosystèmes naturels. Elle dispose de 9 forêts classées, dont 5 dans le département de Kaolack, 4 à Nioro et une partie de la forêt classée de Birkelane sur une superficie de 30 hectares dans le département de Guinguinéo. Notre région, malgré ses potentialités forestières et fauniques, est caractérisée par une évolution régressive du couvert végétal consécutive à l'avancée de la langue salée, des feux de brousse, de l'érosion hydrique,
des défrichements clandestins à la recherche de nouvelles terres agricoles. En 2022, ici à Kaolack, 1 064 664 plants ont été produits, soit 88,57% des prévisions, toutes espèces confondues. Pour cette édition 2023, le cahier Cédra est l'arbre parrain. Le thème « Un citoyen, un arbre pour des villes durables » est le slogan « Plantons ensemble, un devoir pour tous ». Le choix de nouveau porté sur le cahier Cédra comme arbre parrain est révélateur des graves menaces qui pèsent sur l'espèce. D'où la nécessité de la protéger et de veiller à sa régénération. L'importance du Khaï, d'un point de vue écologique et économique, n'est pas des moindres. Il n'est nul besoin de revenir sur les belles caractéristiques de cet arbre, tantôt évoqué par l'inspecteur régional des eaux et forêts de Kaolack. En effet, il occupe, le Khaï, une place de choix dans notre quotidien, en nous procurant de l'ombrage et en nous permettant de soigner certaines affections, sans omettre également l'utilité économique qu'il revêt. La cérémonie est marquée par des plantations symboliques d'arbres par les autorités. Ces actions renforcent l'optique de la reconstitution et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et agroforestières. Les acteurs ont mis le focus sur l'arbre pour un environnement sain, son impact dans les conditions de vie des populations. Le village de Walo-Sengen, pôle de développement durable, donne le ton. La célébration ce 6 août de la Journée nationale de l'arbre, un prétexte pour parler du service régional des eaux et forêts de Kaolack. Les agents abattent un travail remarquable. La région compte 9 forêts classées. Nous retrouvons Claire Diop. Située dans le bassin arachidier, la région de Kaolack compte 9 forêts classées, une superficie d'environ 5 357 km², soit 2,8% du territoire national. La sauvegarde des écosystèmes forestiers, un des objectifs majeurs du service régional des eaux et forêts de Kaolack. Dans la dynamique d'une foresterie participative, des stratégies sont expérimentées pour accompagner les populations. La campagne de reboisement, compte tenu des changements climatiques, mais également des besoins de satisfaction des besoins des populations en produits forestiers ligneux et non ligneux, donc est une étape importante dans les activités du service forestier. C'est pour cette raison que chaque année, donc à partir du mois de janvier, nous entamons ce qu'on appelle la phase de production de plants. Durant cette phase, tout est mis en œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés. Cette année, nous avions un objectif de production de 1 678 500 plants. Et pour cet objectif-là, nous avons produit 1 632 447 plants, soit un taux d'exécution de 97%. Des performances notées grâce à une stratégie de travail bien définie, mais surtout grâce aux 298 jeunes recrutés dans le cadre du programme Khayundaouni. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la célébration de la Journée nationale de l'arbre au Sénégal. Et nous en venons au sport. Le Sénégal a décroché sa 10e médaille d'or aux Jeux de la francophonie. Les Lions U25 du basket ont battu hier le Cameroun en finale, 78-54. Les joueuses n'ont rien laissé à leur adversaire. Les temps forts de la finale avec nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Moustapha Ndiaye et Tierno Souleymane Diallo. L'équipe nationale de basket du Sénégal s'est offert la médaille d'or aux Jeux de la francophonie. En finale, les Lions ont battu le Cameroun 78-54. Sentiment de joie, beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur aussi, parce que ce n'est pas facile. Avec la durée courte de la préparation et tout ça. Donc, les filles se sont bien battues. Et là, on vient de remporter la médaille d'or. Et je pense qu'il y avait eu un travail qui a été fait en amont. Aujourd'hui, on a perdu chez les A. Les cadets ont gagné. Et je pense que cette finale-là des A montre aujourd'hui que le basket sénégalais est en train de renaître. Malgré leur entame difficile, les Lions ont triomphé face aux Camerounaises de 24 points d'écart. Joe McCann, leader technique, était en réussite. La capitaine de l'équipe a été la meilleure scoreuse avec 19 points. Oui, l'objectif a
a été atteint, c'est grâce à l'équipe que j'ai marqué les 19 points. Et grâce à Dieu aussi, alhamdoulilah. Oui, on a démarré difficilement, mais alhamdoulilah, on a bien géré à la fin. On espère encore que le Sénégal gagnera encore d'autres trophées d'ici sous peu. Parce que la relève, là, les filles, très enthousiastes, très engagées, qui aiment le drapeau national, qui se sont battues, malgré le début difficile. Elles y ont cru. La médaille remportée en finale par les Lions est la 10e en or du Sénégal au classement général. Le pays de la Teranga occupe la 4e position avec 25 médailles. Voilà, les Lions U25 du basket qui ont remporté la finale aux Jeux de la francophonie. Focus à présent sur le pont de Gouloumbou, une infrastructure qui relie le Sénégal oriental à la Casamance. Des centaines de véhicules et de motos passent chaque jour par ce pont pour allier la Casamance et la sous-région. Tidiane Cissé. Gouloumbou est un village situé à environ 30 km de Tambacounda, à proximité du fleuve Gambie. Très proche du Fouladou, ici, il suffit juste de traverser le pont pour être du côté de Kolda. Chaque jour, ils sont des dizaines et des dizaines de piétons à faire la navette entre les deux côtés, sans compter les véhicules et autres moyens de transport. Vous avez ici le fleuve Gambie. Quand vous prenez cette direction, vous allez en Gambie. Par là, vous allez à Kédougou jusqu'en Guinée. Quand on construisait ce pont, on n'avait pas prévu les camions gros porteurs. Avec le développement, il fallait donc trouver des solutions. Ce qu'explique le chef de village, c'est l'histoire du premier pont de Gouloumbou qui a été construit au début des années 1900, mais qui continue toujours aujourd'hui de jouer son rôle pour les populations. Pour des questions de sécurité, les piétons, les charrettes passent sur l'ancien pont. Le nouveau pont est réservé aux véhicules de transport et les motos. Cette règle est bien respectée. Le conseil que je donne souvent aux étrangers, c'est d'éviter de se baigner dans le fleuve, car ils n'aiment pas les étrangers. Jusqu'à présent, il y a des gens qui font des offrandes avant de traverser, surtout les nouvelles mariées. Jugé vétuste et trop petit par l'État du Sénégal, Gouloumbou va avoir son deuxième pont en 2006. L'infrastructure est aujourd'hui cruciale dans les échanges, la mobilité entre la Casamance naturelle et le Sénégal oriental. Le pont que vous voyez juste derrière moi, c'est le nouveau pont. Et je pense que ce pont a été construit entre 2006 et 2007. Donc, comme vous venez de le dire, ce pont joue un rôle très très important entre le Sénégal oriental et la Casamance. Et plus particulièrement les pays voisins aussi, c'est-à-dire les deux Guinées, la Gambie surtout. L'importance de ce pont n'est plus à démontrer. Vraiment, l'État du Sénégal a bien fait de le construire. Ce que je peux ajouter, c'est seulement appeler l'État à bien l'entretenir. Malgré son importance, les populations de Gouloumbou ont aujourd'hui quelques inquiétudes à son sujet, surtout en cette période d'hivernage. Le problème du nouveau pont, pour moi, c'est que ces fers ont commencé à vieillir. C'est pourquoi ça glisse. Voilà. Le nouveau pont là, on a des difficultés. Pendant l'hivernage, quand ça pleut aussi, le pont glisse. Ça glisse. Donc les véhicules n'osent pas freiner dedans puisque ça glisse quoi. Quand ça pleut, même les motos n'osent pas freiner. Quand ils freinent, tu tombes. Et c'est des choses qui ne sont pas sûres. Tu peux tomber dans le pont et tomber dans le fleuve aussi. Tout ça. Donc c'est des choses qui nous inquiètent beaucoup aussi. Et je pense que aussi l'État aussi doit prendre des mesures par rapport à cela aussi.
Le pont ou les ponts de Gouloumbou jouent aujourd'hui un rôle très important dans la sous-région. Avant la construction de ces infrastructures, ici, les noyades et les accidents de véhicules étaient très récurrents et le commerce entre la région de Tambacounda et la Casamance naturelle presque inexistant. À présent, le reportage vacances de cette édition, la vente de poissons et des fruits de mer braisés, une activité qui marche bien à la plage qui se trouve derrière la Cour de cassation, surtout en cette période estivale, une activité génératrice de revenus et d'emplois. Abdelaziz Ban. Plage, plongeoir sur la corniche à quelques encablures de Soumbédioune. Une ambiance des grands jours en cette période de vacances. Au-delà de la baignade, une activité attire à première vue l'attention du visiteur. Il s'agit de la vente de poissons braisés. Du poisson aux fruits de mer, tout est proposé par les vendeurs jusque tard dans la soirée. Nous proposons du poisson braisé. Vous venez, on vous vend du poisson frais. Nous nous chargeons du reste. Certains viennent ici pour le dîner, d'autres pour passer du bon temps et manger. Je peux dire que c'est un restaurant et nous assurons le service pour le client. Mais un restaurant là quoi. Parce que pas mal de personnes qui viennent ici quoi. Nous faisons de la grillade de poisson, mais également des fruits de mer. Les dorades coûtent 5 000 francs CFA, mais les prix varient selon la taille et le poids du poisson. C'est du poisson frais que nous proposons. Je démarre à 10 h le matin et je suis là jusqu'à 3 h du matin. Les samedis, nous vendons jusqu'à 4 h du matin. Beaucoup de gens viennent ici et ça se passe plutôt bien. Au niveau de cette plage, la vente de poissons braisés est devenue un vrai business pour ses occupants, une activité génératrice de revenus. On s'en sort, parce que nous nous en sortons bien et nous travaillons sans arrêt parce que beaucoup de gens viennent ici, des touristes, des vacanciers et même ceux qui habitent d'autres localités se retrouvent ici. Les vacanciers dañ fiy ñëw doomu réew mi dañ fiy ñëw waa Dakar dañ fiy ñëw même voir ay tëngee xam nga ay ñàgg man dama am façon client bu ne boo xam ne day jóge ci dëkk bi fii di ñëw fii. Avec cette activité, chaque vendeur emploie une vingtaine de jeunes payés à la descente. Ce travail est notre gagne-pain. Chaque vendeur a 15 ou 20 employés. Ils dépendent de nous et nous les payons tous les jours. Toutefois, ces vendeurs veulent davantage être accompagnés pour moderniser ce site. L'objectif, l'idéal serait de réaménager le site, de la moderniser, de la faire comme toutes les places du monde. Comme ça se passe partout, un peu partout dans le monde. Tout cela, ça mérite un réaménagement et puis vraiment de moderniser la truc afin de pouvoir rentabiliser le site. Donc, nous avons besoin ici de robinets et de toilettes. Il faut également entamer la réhabilitation de ces endroits qui nous tient à cœur. Le poisson et les fruits de mer braisés sont donc à consommer ici sans modération, au grand bonheur des clients. Et pour finir, allons à la rencontre d'une dame à mobilité réduite, mais très dynamique. Son nom, Mam Sissé, âgée de 57 ans. Elle est mère de 3 enfants et s'active dans le commerce depuis son jeune âge. Son portrait, c'est avec Marie Birabba. Malgré sa situation de handicap, cette dame gagne dignement sa vie et prend en charge ses enfants grâce à son commerce. J'ai passé 36 ans à faire et à vendre de l'encens. Je fais aussi le commerce d'autres articles, des tissus, de la teinture, entre autres. Nous sommes au Parcelles Assainies, unité 7. Mam Sissé vit dans ce quartier depuis 10 ans. À cause d'une erreur médicale, elle a perdu l'usage de ses jambes. Quand j'avais 6 ans et demi, voire 7 ans, j'ai été victime d'une piqûre ratée. Mes parents l'ont vécu plus difficilement
parce qu'ils en étaient plus conscients que moi. Née à Kaolack au début des indépendances, c'est à l'âge de 12 ans qu'elle a commencé à s'activer dans le petit commerce. Je maîtrise le commerce, la couture et le tricotage. Je ne l'ai pas appris dans un centre, mais c'est un don de Dieu. Tout ce que je réalise est apprécié. Elle a très tôt maîtrisé le Saint-Coran, initié par son père. Un encadrement qui aujourd'hui a porté ses fruits. Tout ce que je sais faire aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et à son soutien. Elle me disait, je ne te déteste pas, c'est parce que je veux que tu fasses partie de ceux qui aident, mais pas de ceux à qui on vient en aide. Veuve depuis 2000 et mère de 3 filles, elle s'est battue corps et âme pour accompagner ses enfants dans leurs études. Aujourd'hui, toutes les 3 ont réussi à décrocher leur premier diplôme universitaire. Elle a tout fait pour nous. Elle quittait Kaolack. Vous voyez la distance entre Kaolack et Dakar. Elle quittait Kaolack, elle seule, sans l'aide de personne, avec ses béquilles. En ce moment-là, elle n'avait pas le fauteuil. Elle venait à Petersen ou à la gare, acheter toutes les nécessités pour les femmes et pour les jeunes filles. Et elle revenait à Kaolack pour revendre ça. C'est à partir de cet argent-là qu'on paye nos cours du soir. C'est à partir de cet argent-là qu'on paie notre transport pour aller à l'école. Bénéficiaire de la carte d'égalité des chances, Mame Cissé souhaite davantage un accompagnement des autorités étatiques, mais aussi des bonnes volontés. Voilà, Mame Cissé, une dame en situation de handicap qui se bat pour subvenir à ses besoins. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve un peu plus tard dans la soirée pour le journal de 23h. Bonne suite de programme sur la RTS100. Au revoir. La société